Dans un précédent numéro du Dessous des cartes, nous avons vu comment Paris a été fondé. Nous avons suivi l'évolution de la ville, de l'époque romaine jusqu'au Moyen-Âge. Et bien cette semaine, nous allons aller de la Renaissance jusqu'à la Révolution française en regardant 4 plans successifs de la ville. D'abord, ils montrent très bien les transformations urbaines, ils expriment les évolutions sociales et politiques du pays. Et puis vous allez le voir, en plus, ces plans sont de véritables œuvres d'art. Regardez ce premier plan, œuvre des graveurs Olivier Truchet et Germain Hoyot. Il nous montre Paris vers 1550, c'est-à-dire au début de la Renaissance. Vous voyez, cette vue est assez surprenante. La Seine est représentée à la verticale, ce qui fait que le nord, habituellement en haut, se retrouve à gauche du plan. Pourquoi une telle orientation? En fait, cela permet aux graveurs de représenter de face la façade des églises, tout en soulignant l'importance du fleuve dans la structure de la ville. Ainsi, la Seine partage Paris en 3 parties distinctes. La ville commerçante, avec le Louvre, qui est le centre du pouvoir temporel, le centre spirituel et religieux, avec la cathédrale dans l'île de la Cité, et le centre intellectuel sur l'autre rive, puisque c'est là que se concentrent depuis le XIIIe siècle collèges et universités. Ces 3 parties, ces 3 villes, sont reliées par des voies de communication, dont certaines datent de l'époque romaine. Elles ont donné naissance à nos actuelles rues Saint-Jacques, Saint-Martin, Saint-Denis. Pour passer d'une rive à l'autre du fleuve, les Parisiens utilisent au XVIe siècle 4 ponts principaux. Et si on regarde de plus près, on constate que ces ponts sont tous recouverts de maisons. Ces habitations et leurs boutiques en rez-de-chaussée ont perduré jusqu'au XVIIIe siècle. Maintenant, arrêtons-nous un instant sur le pont aux Meuniers. Ce n'est pas vraiment un pont, c'est plutôt une voie privée sur laquelle sont construits des moulins. Et on voit très bien les grandes roues à aubes qui permettent de faire tourner les meules au gré du courant de la Seine. Allons maintenant faire un tour sur la rive gauche du fleuve. C'est ici le lieu de l'université où sont implantés les principaux collèges qui ont fait la renommée intellectuelle de Paris. Le plus célèbre, fondé en 1253 par Robert de Sorbon, existe toujours, c'est bien sûr la Sorbonne. Cette partie de la ville est encore protégée par l'enceinte moyenâgeuse de Philippe Auguste. Alors que sur l'autre rive, le vieux rempart a disparu. La ville commerçante a ainsi pu se développer. Elle va désormais jusqu'à l'enceinte construite par Charles V au XIVe siècle. Rapprochons-nous maintenant de cette enceinte. On repère la forteresse de la Bastille, voulue par le même Charles V, et destinée à sécuriser la porte Saint-Antoine et l'est de Paris. Puis si on descend la rue Saint-Antoine, on arrive, comme toujours aujourd'hui, à l'hôtel de ville. C'est le siège du prévôt des marchands, chargé de la gestion matérielle et de la justice commerciale de Paris. Terminons notre promenade en longeant la Seine. On découvre maintenant le Louvre. Ce n'est plus l'austère forteresse construite par Philippe Auguste au XIIe siècle, mais une résidence royale qui ne cessera de s'agrandir et de s'embellir. À ce Paris de 1550 vont se superposer les grands aménagements du XVIIe siècle. Regardez ce plan. Il est l'œuvre du graveur bâlois Mathieu Mérian et nous montre Paris en 1615, c'est-à-dire au début du règne de Louis XIII. Et en fait, c'est davantage la ville voulue par son père, Henri IV, que nous allons découvrir. Rapprochons-nous. Suite aux grandes épidémies qui ravagent Paris, Henri IV fonde l'hôpital Saint-Louis. Il est construit hors des enceintes de la ville afin de protéger les Parisiens des risques de contagion. À l'intérieur de l'enceinte, près de la forteresse de la Bastille, débute en 1605 la construction de la place Royale. C'est aujourd'hui la place des Vosges, la plus ancienne place monumentale de la capitale. La perspective de Mérian nous permet aussi de bien mesurer les transformations à l'ouest de Paris. D'abord le Louvre. Le palais est en pleine transformation. 2 ailes du château médiéval subsistent, tandis qu'un nouveau pavillon de style Renaissance est conçu par les architectes Lescaut et Goujon. Le long de la Seine, Henri IV fait édifier une grande galerie de 450 mètres de long. Elle réunit les appartements du roi
au palais des Tuileries. Et puis pour faciliter la circulation entre les deux rives, le roi décide la construction du pont Neuf, achevé en 1607. C'est le plus grand pont de Paris et le premier construit sans maison. En face du pont Neuf, la place Dauphine est édifiée sur deux îlots qui ont été rattachés à l'île de la Cité. Remontons maintenant le long de la Seine. Vous vous souvenez le pont aux Meuniers que nous avons vu tout à l'heure sur le plan de 1550 ? Eh bien, il a disparu. Il s'est effondré le 22 décembre 1596 avec ses 11 moulins, provoquant la mort de 160 personnes. Maintenant, si nous continuons vers l'amont du fleuve, on passe devant Notre-Dame pour arriver sur deux îles encore inhabitées, l'île Notre-Dame et l'île aux Vaches. Si on compare avec ce plan, très légèrement postérieur, on voit que ces deux îles ont été réunies en une seule, et elles forment alors l'île Saint-Louis. Maintenant, nous changeons de siècle pour regarder ce plan monumental commandé en 1739 par le prévôt des marchands, Turgot. Ce plan est une véritable photographie du Paris voulu par Louis XIV. Un Louis XIV sûr de lui, estimant que la ville est désormais invulnérable, et qui fait donc démolir les enceintes sur les deux rives. Sur la rive droite, le rempart fait place à une large avenue plantée d'arbres. Ce nouveau cours, comme on l'appelle à l'époque, existe toujours. Ce sont aujourd'hui les grands boulevards. On peut encore y voir sur l'emplacement des anciennes portes Saint-Martin et Saint-Denis deux arcs de triomphe célébrant les victoires du jeune roi. Sur l'autre rive, Louis XIV fait agrandir la Salpêtrière, qui devient à la fois un asile, un orphelinat, voire une prison pour les indigents. Puis en 1667 commence hors de la ville la construction de l'Observatoire royal. Il sera dirigé pendant 127 ans par la famille Cassini, une dynastie d'astronomes et de cartographes à l'origine de la première carte générale du royaume de France. Maintenant, retournons vers la Seine. Face au Louvre, les architectes Levaux et Dorbet construisent le Collège des Quatre Nations. Voulu par le cardinal Mazarin, le bâtiment abrite aujourd'hui l'Institut de France. Plus à l'ouest, Louis XIV ordonne la construction de l'Hôtel Royal des Invalides. Conçu par les architectes Bruand et Mansart, les Invalides peuvent alors accueillir 3000 soldats réformés. Autre réalisation du célèbre architecte Mansart, la place Louis-le-Grand, aujourd'hui place Vendôme. Puis, en remontant la rue Neuve des Petits Champs, on lui doit aussi la place des Victoires, toujours à la gloire du roi Soleil. Le plan de Turgot témoigne aussi du rapport qu'entretient le roi avec la capitale. En fait, à partir des années 1680, Louis XIV se désintéresse de Paris. Seul compte la construction de Versailles. Au Louvre, les travaux d'embellissement sont arrêtés, et on voit que les bâtiments de la cour carrée n'ont pas de toiture. Le palais va ainsi rester dans cet état pendant près d'1 siècle. Le plan de Turgot révèle aussi des quantités de détails sur la vie quotidienne dans le Paris du XVIIe. Vous le voyez, l'activité fluviale est abondamment représentée. On remarque aussi d'immenses tas de bois empilés sur l'île Louviers et sur les berges avoisinantes. Il s'agit de bois d'ouvrage, de bois de chauffage, car les besoins sont énormes, puisque à la mort de Louis XIV, en 1715, Paris compte plus de 500 000 habitants. Le plan de Turgot est le dernier grand plan dessiné en perspective. L'aménagement urbain au XVIIIe siècle va imposer un tracé plus exact, donnant une vision plus objective de la ville. C'est pour cette raison qu'est conçu l'Atlas de Wernicke, qui se rapproche des plans que nous connaissons aujourd'hui. Édité en 1791, il témoigne encore du Paris de l'époque de Louis XVI. La précision de ce plan tient au fait que toutes les mesures sont obtenues par un réseau serré de triangulation. Vous en voyez ici le tracé et les points utilisés comme référence. Ce sont en fait des clochers, des monuments facilement repérables et bien sûr le méridien de Paris passant par l'Observatoire. L'Atlas de Wernicke est précieux, car il conserve la mémoire de Paris avant la Révolution de 1789. On y voit par exemple la place Louis XV, future place de la Concorde, qui deviendra en 1792 le théâtre de 1119 exécutions capitales, dont celle de Louis XVI, Marie-Antoinette
ou encore Lavoisier. Maintenant, si nous allons aux marges du plan, c'est-à-dire aux limites de la ville, on repère ici le mur des fermiers généraux. De quoi s'agit-il? C'est une enceinte, mais elle n'est plus militaire, elle est fiscale. En 1783, soit 6 ans avant la Révolution française, l'architecte Nicolas Ledoux est chargé de concevoir une enceinte de 24 km comportant une soixantaine de pavillons d'octroi qui sont destinés à percevoir les taxes imposées aux marchandises qui entrent dans Paris. Dès le début de sa construction, le mur des fermiers généraux est vivement critiqué. Les Parisiens se plaisent à dire, je cite, que le mur murant Paris rend Paris murmurant. L'enceinte et ses pavillons d'octroi deviendront, comme la Bastille, la cible des manifestants de 1789, avant d'être pratiquement tous démolis au milieu du XIXe siècle. Voilà, ainsi s'achève notre deuxième volet consacré à l'histoire de Paris. Dans un prochain numéro, nous aborderons cette fois le XIXe siècle. Et vous verrez comment deux hommes, Napoléon III et le préfet de Paris, le baron Haussmann, ont transformé Paris pendant 17 ans en un énorme chantier. Et les archives et les plans que vous verrez vont nous aider à comprendre ce projet d'urbanisme sans précédent et qui en fait a donné à Paris l'aspect et l'organisation que nous lui connaissons aujourd'hui. Si vous voulez revoir tous ces plans et d'autres, vous pouvez lire Les plans de Paris, Histoire d'une capitale, par Pierre Pinon et Bertrand Le Boudec, et puis aussi Le Paris des Lumières, d'après le plan de Turgot, par Jean-Yves Sarrazin et Alfred Fierot, édité par la Réunion des musées nationaux.